Alors là, grosso modo, messieurs, on se dit, on a réfléchi à des choses concrètes ce matin. Maintenant, on va peut-être essayer de voir comment on transforme tout ça en prix. C'est la seule question que je vais vous poser. Allez, messieurs, montez s'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Guy, tu les verras tout à l'heure. Installez-vous où vous voulez, pas de problème. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on transforme toutes ces réflexions en prix? Alors, messieurs, je vais vous proposer une règle du jeu toute simple. Il y a deux expressions que je bannis jusqu'à midi. C'est « je le fais déjà », ça je ne veux pas l'entendre. Et deux, « c'est pas moi, c'est l'autre ». On va essayer de... Hein? On va essayer de ne pas dire ça. Ah, je vois qu'il y a une chaise vide. Peut-être va-t-il arriver en cours de débat. L'invitation a été lancée. Alors, messieurs, on va essayer de... Vous avez écouté notre débat. Hein. La situation est grave. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. J'aimerais demander d'abord à notre JA quel est son constat, son diagnostic, son point de vue. Quand on est jeune, quand on arrive dans cette filière et quand on voit les prix auxquels la viande est vendue, qu'est-ce qu'on pense ? Oui, moi je partage le constat que partagent l'ensemble des éleveurs dans la salle. Je pense que la filière bovine en France, elle est en crise, que les éleveurs sont en crise. Nous, on le remarque très simplement par le nombre d'installations. Quand une filière se porte bien, on installe. Quand elle ne se porte pas bien, on n'installe pas. Donc très clairement, les chiffres à l'installation en viande bovine, ils sont en diminution. Donc on peut dire qu'il n'y a pas un encouragement. Donc on peut dire que les gens qui sont prêts à céder leur exploitation n'encouragent pas la reprise. Et on peut dire que les jeunes qui chiffrent une reprise n'y trouvent pas la rentabilité nécessaire pour la racheter. Ensuite, je pense qu'il y a, les éleveurs de viande bovine en France payent finalement, sont la variable d'ajustement d'une filière viande bovine qui est d'une certaine façon quand même dans la médiocrité et qui travaille d'une manière un petit peu archaïque, quoi, très clairement. Médiocrité, archaïsme. Alors là, vous pensez à qui là? On va donner des noms. Allez, vous dites médiocrité, archaïsme. Non, mais je pense qu'on est tous à mettre dedans. Je pense qu'on est tous à mettre dedans. Toute la filière n'a pas su se remettre en question. Moi, je crois très fondamentalement, on ne peut pas résoudre les problèmes importants qu'il y a en viande bovine aujourd'hui avec les habitudes de pensée qui sont à l'origine des apparitions de ces problèmes. Et très clairement, on n'a fait aucun changement. En 50 ans, on n'a fait aucun changement. Si on va dans les éleveurs, il y a eu un petit peu de concentration, on augmente en productivité. Ça, on peut dire qu'on le fait. Malgré tout, quand on parle de l'image du producteur, on peut dire aussi qu'il ne sait pas se vendre. Quand on regarde dans l'industrie agroalimentaire, il y a eu deux évolutions en 50 ans, qui est le steak haché et l'hebdopack. Donc on peut dire, tout le reste, on reste d'une certaine façon boucherie traditionnelle. Donc on peut dire qu'en termes de recherche, de développement, de marketing, il y a un boulevard marketing et commercial qui est absolument inexploité. Donc, de ce côté-là, on peut quand même... Il y a des choses à faire. Donc là, je retiens recherche, développement, vous dites, là, on est à la ramasse. Recherche, développement, marketing. Valorisation de l'image du producteur, dont on a dit que c'était finalement une des façons de récupérer du prix. Là-dessus, on n'est pas bon non plus, à vos yeux. Ouais. Ok. Il y a quelqu'un d'autre? Je pense que la coopération a aussi une place importante. Moi, fondamentalement, je crois en la coopération. Malgré tout, je pense que la jeunesse agricole de ce pays ne s'y retrouve pas, elle n'adhérera pas à finalement un projet qui n'est pas clair et visible. Aujourd'hui, c'est quand même le cas. Alors qu'il y a dans certains endroits des opérations sur des aides à l'engraissement, sur des aides à l'installation, mais il y a zéro communication. Donc je pense que là-dessus, il y a aussi une opacité et peut-être un manque de mise en avant. Après, sur la grande surface, je crois que très clairement... J'allais dire, voilà, il n'y a rien sur la grande surface, étonnant. Je crois que très clairement, la grande surface... Pour une fois, tiens, ça fait sourire Jérôme Bédier. Tiens. Voilà, oui, c'est probablement les plus médiocres. Ah bon Et là, il pouvait attendre quand même, il est content là. Non, je crois qu'il y a une certaine façon, voilà, c'est un petit peu forcément caricaturé, mais... Bon. Je crois que ceux qui ont intégré de manière verticale une partie de la filière ont une fine connaissance du métier, ça c'est un fait. Malgré tout, il y a des conséquences sur le prix payé aux producteurs puisqu'ils font un certain nombre d'opérations et ceci et cela. On peut aussi s'interroger sur la revente qu'ils font dans leur propre chaîne de magasins. Quelle est la réalité sur les prix de cession? Grosso modo, la valeur ne redescend pas aux producteurs, c'est ça? Non, mais ça, de fait, elle ne redescend pas aux producteurs, sinon on ne serait pas en train d'en parler.
Mais je pense qu'au-delà de ça, les effets qu'ils produisent sur la filière engendrent des répercussions sur les prix des cotations, sur des choses comme ça, puisqu'ils sont plus efficaces que leurs concurrents, ils peuvent se permettre au même prix d'être plus rentables. Bon. Et sur les GMS qui n'intègrent pas de manière verticale une partie de la filière, on peut quand même dire qu'au cours des 10 ou 15 dernières années, ils ne savaient pas travailler la viande. Ça, c'est une réalité. Les GMS ne savaient pas travailler la viande. Bon, certainement on va lui demander. un petit peu d'efficacité, c'est un petit peu mieux aujourd'hui, mais globalement, c'était ça. Julien, vous aurez la parole tout à l'heure encore. C'est bon, vous avez déjà décoché des flèches à tout le monde. Vous allez en laisser aux autres un peu. J'ai envie de me tourner vers Jérôme Bédier. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire le procès des GMS. Je le redis clairement et directement. L'objectif, c'est de se dire comment on peut donner de la valeur à ces gars qui ne gagnent pas leur vie. Comment on remet tout à zéro pour que dans le prix, dans la formation du prix, ça puisse redescendre. Parce qu'il faut bien que la viande soit vendue et on ne va pas supprimer les GMS. Vous, sérieusement, est-ce que vous pouvez faire des choses, oui ou non? D'abord, je crois qu'il faut qu'on regarde bien ensemble ce qui se passe, parce que c'est à partir de ce qu'on fait chacun de bien aux différents stades de la filière qu'on construira l'avenir. Bon, ça c'est dit. On fait tous des choses bien. Il y a des producteurs très nombreux qui font un métier magnifique. Il y a des transformateurs qui sont des grands professionnels connus dans le monde entier. Je rappelle tout de suite la règle du jeu. On ne dit pas, je le fais déjà. Hein. Non, mais nous, on voilà. fait... Non, mais La règle du jeu, c'est... On ne dit pas. Non, mais non. Je crois qu'il faut... Les règles du jeu, c'est très bien, mais on est dans une discussion où on engage nos entreprises, nos politiques. Nous, 90% de nos hypermarchés ont des boucheries traditionnelles. Cette année, on a recréé 40 boucheries dans nos hypermarchés et nos supermarchés, et à peu près autant l'année d'avant. Bon. Tout ça, ce sont des décisions qu'on prend en connaissance de cause pour aller dans une certaine direction. Ça permet de remonter la valeur? La direction, c'est la même, et d'ailleurs je dirais que c'est la même dans les autres secteurs aussi que la viande. La direction, c'est de créer de la valeur ajoutée. L'avenir de l'alimentation ne passe pas par la guerre des prix, le discount systématique et le prix le plus bas. On l'a dit, on l'a redit, ça c'est bien, ça. On l'a dit officiellement. D'ailleurs, ça nous a valu quelques critiques de certains concurrents. Donc, voilà, ces groupes-là, ce qu'ils veulent, c'est faire de la marge et du profit. Donc ils disent qu'ils sont contre les prix bas. La réalité, c'est que nous savons bien que ce que souhaite le consommateur en définitive, c'est avoir un choix. Et dans ce choix, il doit y avoir des produits à valeur ajoutée. On doit les développer. C'est d'ailleurs, alors je vais redire encore plus ce qu'on fait. Non seulement je vais dire qu'on le fait, mais je vais dire qu'on le fait depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on a lancé les filières qualité Carrefour. Oui, sauf que les prix aujourd'hui, ils sont pas top, dans lesquels on a un contrat, un cahier des charges, une valorisation supplémentaire qui existe et des liens avec des races et le territoire. Est-ce que ça je peux vous dire, c'est que ces pour filières qualité Carrefour, ce sont, je pense qu'un certain nombre d'entre vous les connaissent, ce sont des produits qui se développent bien dans nos rayons et que nous allons continuer à développer. Nous avons aussi des viandes reflets de France, etc. Donc cette segmentation, elle ne peut se construire de manière positive que si ensemble, on est capable d'interroger ce que souhaite le consommateur et trouver les bonnes solutions. Est-ce que ça paye mieux pour le producteur? Comment? Est-ce que ça paye mieux pour le producteur? Laissez-le répondre. D'abord, les filières, ça paye mieux parce qu'il y a une valorisation qui est acquise par contrat. Ça ne règle pas le problème des cotations. Ça, on le sait bien. On sait bien qu'il y a aussi un problème d'équilibre global des marchés. Et ce problème-là, il faudra continuer à essayer d'y travailler par la mise en place de systèmes de cotation qui soient plus efficaces et, je dirais, plus modernes. Bon. Il faut changer le système de cotation? Enfin, nous considérons aujourd'hui que le système tel qu'il fonctionne, d'ailleurs c'est vrai dans plusieurs catégories de viande, est un système qui est difficile à véritablement analyser, qui repose sur des déclarations qui sont faites et qui sont constatées ex post. Voilà. Ce que nous pensons aussi, c'est que la question de l'image et de la communication est centrale dans le commerce. Le commerce, c'est d'abord de l'image, de la communication et une certaine dynamique dans l'esprit des consommateurs. Et nous sommes convaincus que la viande est un produit
très structurant, la viande bovine est le cœur du rayon boucherie, mais que pour toute une série de raisons, il y a tout un travail que nous devons faire ensemble pour redynamiser l'image de la viande. Alors, est-ce que vous êtes prêt justement sur la segmentation? Parce que là, vous abordez une forme de segmentation dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de la place dans vos rayons pour cette nouvelle segmentation dont a parlé Cédric Mandin tout à l'heure? Mais cette segmentation, enfin, moi j'invite tout le monde à venir dans nos rayons. Vous allez me dire, on le fait déjà. Amicale, pour regarder. J'avais dit, faut pas dire on le fait déjà. Je veux pas ça. Pour regarder ce que nous faisons. On a aujourd'hui, et on va continuer à y travailler. D'ailleurs, oui, mais ça marche pas. Si, ça marche quand même. Le prix n'est pas suffisant pour les gars aujourd'hui. Je sais bien, mais ça marche quand même. Ça marche quand même. Ça fait quand même des ventes tous les jours. Ça fait des augmentations de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut réfléchir à une autre segmentation, comme le disait Cédric? Ça fait des producteurs qui travaillent avec nous depuis des années et qui ont un écoulement assez régulier au travers de ces différents produits. Parce qu'on a aujourd'hui une segmentation qui s'est bien améliorée. Je ne me reconnais pas du tout dans un rayon où tout est confondu, etc. Bon, on a encore du progrès à faire. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions ensemble communiquer encore plus sur ces sujets de segmentation. Et il faut en même temps qu'il y ait, mais ça c'est un sujet plus global, qu'il y ait pour les productions agricoles un cadre qui permette de faire fonctionner le marché d'une manière qui soit convenable et acceptable. Voilà. Bon, je me tourne vers votre voisin, Gilles Gauthier. Qu'est-ce que vous pensez de la situation d'aujourd'hui? Vous avez bien vu qu'il faut tout remettre en cause. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'on change? Bon, si on peut, tout d'abord, à mon avis, il faut tout changer. Mais je voudrais tout de suite adresser d'abord, bonjour. Je vais me présenter quand même. Ça fait 2 jours que je suis avec vous. Ça fait 2 jours que je boue. Je suis Gilles Gauthier et je suis le modeste président de la Fédération de la viande. Et tout de suite, je veux m'adresser mes propos à Jean-Pierre Fleury. Merci d'abord de nous avoir invités. Je vais vous dire à vous tous et à vous tous, 100% des gens de la fédération que je préside depuis le 11 juin dernier sont présents à vos travaux depuis hier. Moi, je suis présent aujourd'hui. Et donc, il faut composer, il faut parler à nous. Je suis d'accord avec la règle du jeu. Et si M. Bigard n'est pas là aujourd'hui, c'est quand même pas de ma faute. Nous, on est présents. Donc, il faut parler aussi avec nous. Notre fédération des viandes, c'est 300 abatteurs, 317, qui maillent le territoire national. Certes, ce n'est pas les entreprises les plus importantes de France. Malgré tout, elle joue un rôle fondamental et dans les propositions que j'ai déjà faites, mais que je vais refaire ici devant vous. Vous avez la société Gessler ici, qui est membre de ma fédération. Ne me dites pas quand même que ce ne sont pas des gens qui sont des acteurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont que 30 ou 40 salariés qu'ils ne font pas du vrai bon boulot. Donc je voulais replacer l'église au milieu du village. Ne parlons pas des absents, parlons de ceux qui sont en face de vous aujourd'hui et ceux qui ne sont pas venus. Et parce que derrière, j'ai entendu des propos qui m'ont déjà choqué. Ceux qui ne sont pas venus, le courage de nous dire hier qu'on se planque derrière les grandes entreprises, je ne suis pas du tout d'accord. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Et je veux aussi féliciter les gens de Coop de France, et notamment Philippe Dumas, pour son intervention hier, à côté de Puy-Grenier, et de côté de Bertrand Héon, qui a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas à eux qu'il faut péter la tronche, peut-être à moi, si vous voulez, mais pas à eux, parce qu'ils ont eu le courage de venir devant vous. Et également, j'ai oublié à monsieur de SVA, de l'Export, aidez-moi, Marc Fentin. Et d'ailleurs, je m'associe aux propos chaleureux que tu as transmis à Dominique Langlois, bien évidemment, et puisque je suis son successeur à la présidence de la fédération. Voilà ce que je vous dis en avant-propos. On a compris le coup de gueule. Maintenant, non, mais ça m'agace, quoi. Voilà, c'est passé. Maintenant, quelles sont vos solutions à la crise? Alors, les solutions à la crise, si je peux me permettre, excusez-moi de vous parler viande. Alors, je veux quand même revenir. Hier, vous avez hué le folle, vous avez bien fait. Vous avez félicité M. Wauquiez. Je dis, moi aussi, j'ai applaudi. Attention, soyons pas trop naïfs quand même. Tombons pas tout de suite dans du populisme tout de suite. Moi, je vais vous dire quelque chose, parce qu'il y a des choses vraies et il y a des choses fausses. Excusez-moi de vous parler de viande. Excusez-moi. Les solutions, elles sont pour moi à 3 niveaux. Mais pas dans 2 ans, comme l'a dit M. Wauquiez pour les marchés publics. Je vais les développer. Parce qu'ils ont eu la manette, ils ont eu les mains il y a 4 ans. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Donc, alors, elles sont à 3 niveaux. Il y a l'export. Il y a les marchés publics et il y a la segmentation. Et à l'intérieur de la segmentation, il y a 2 niveaux et je vais faire
une proposition de plus à M. Jérôme Bédier, ici, et je pense que M. Bigard l'acceptera aussi. Allez-y, votre proposition. L'export. Alors, l'export. Dominique Fayel a magistralement animé cette plateforme hier. J'ai assisté de A jusqu'à Z. C'est une solution. La fédération, nous représentons 61% des actifs qui sont à l'intérieur de cette plateforme. Pour autant, à date, aujourd'hui, on n'a rien vendu. Alors, elle sert à quelque chose ou pas, cette plateforme? Sérieux, elle sert à quelque chose ou pas, cette plateforme? Dominique Fayel a dit on sème à l'automne pour récolter. Il a raison. Moi, j'y crois énormément. D'ailleurs, si vous tournez la fiche, vous verrez, il y a mon nom, il y a Sobeval dedans. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que je peux donner un exemple? La semaine après les attentats, nos activités chez nous, à Sobeval, elles ont baissé de 48%. 48%. C'est pas rien, j'ai 450 salariés et j'ai 1000 producteurs de veaux. Veau de boucherie et veau sous la mer. J'ai exporté en Israël, j'ai exporté au Japon, j'ai exporté en Égypte, j'ai exporté en Suisse et j'ai vendu votre viande, parce qu'il y a aussi des éleveurs de veaux dans la salle, je l'ai vendue entre 15 et 18% plus cher que dans mon propre pays. Donc la plateforme exportation, oui, j'y crois. Il manque quelque chose au dispositif qu'a présenté le monsieur de France Agrimaire. Il y a une personne hier dans la salle, on a rigolé lorsqu'il a annoncé ça. Moi, je dis, mais putain, il ne faut pas rigoler quand il y a des personnes qui posent des questions parfaitement objectives. Qui va nous encadrer nos règlements, nos assurances. Quand monsieur, notre président, part pour vendre des Rafales ou 2 bateaux de croisière, les règlements, ils sont garantis. Il faudra aussi que nos règlements de viande, parce qu'il y a quelques risques quand même, hein, il ne faut pas être non plus... Il faut aussi que l'État, pour le coup, s'engage à couvrir aussi l'ensemble de nos règlements. Donc le monsieur qui posait la question hier, il ne disait pas une connerie. Deuxième élément. Allez. Ah ben oui, mais depuis hier, je suis là. Si vous me laissez 3 minutes pour parler. Ah non, ça fait déjà plus de 10 minutes. Il fallait faire venir Bigard et puis... non, mais passez un moment. Allez. La deuxième solution, nous-mêmes, gens de la viande, ne nous opposons pas. Ne nous opposons pas. Quand il y a une meilleure valorisation dans le vif, dans les animaux finis, pour la Turquie par exemple, ne soyons pas vertueux plus que de nature, parce que nous n'avons jamais fait la démonstration à date que nous étions capables de tout valoriser. D'accord? Donc quand il y a une meilleure valorisation dans le vif, eh bien, il faut dire, et là je me regarde, mais j'en regarde, je connais pas mal de monde ici, laissons faire les choses. Laissons le vif sortir. Mais bien sûr, il ne faut rien opposer. Vous avez dit, M. Doll, tout à l'heure, Dominique Doll a dit, n'opposons pas les systèmes de production, mais il a raison. Mais non, enfin, j'allais dire nom de Dieu, pardon. Bon sang de bonsoir. Bon, n'opposons pas les circuits de valorisation. On aura bien besoin de tout. Deuxième chose. Alors là, je suis obligé de dire que j'ai été élu le 11 juin, le 17 juin, et j'étais en face de Jean-Pierre Fleury, de M. Xavier Belin, et c'est, je pense, être le premier à avoir fort pété pour les marchés publics. Et alors là, je vais vous dire quelque chose de très précis. Excusez-moi de vous parler du chiffre, de parler de prix. Dans chaque département, dans l'Ain, c'est pas... Nous avons une fenêtre de tir qui est énorme. Hier soir, le ministre, il nous a menti. Il m'a menti. Oui, mais c'est ça. Donc, la solution, elle n'est plus politique, mais ça fait longtemps que je l'ai compris. C'est nous qui l'avons. Elle est commerciale, elle est marketing, elle est technique. Je vous donne un exemple. Un hôpital public, une école, un hôpital à Bourg, sur une commune de je ne sais pas combien de milliers d'habitants avec la zone, l'agglo et tout ça. En consommation de viande bovine par semaine, c'est l'équivalent de 10 bêtes entières, de 10 bêtes de 380 kilos. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans des schémas de rendement. Faites le calcul sur le plan national. Alors, demain matin, dans le journal ici, ne dites pas que Gilles Gauthier a dit qu'il voulait être contre les importations de viande et compagnie, mais je dis, si on fait tout simplement 30% de commercialisation directe supplémentaire, dans les marchés publics, la restauration collective, c'est encore un autre levier. 30% de plus. Vous imaginez 10 bêtes par département fois le machin? Je vais vous dire, réfléchissez bien. Moi, dans mon département, ce qu'il disait hier soir... On va accélérer, Gilles, ça fait presque un quart d'heure. Je l'ai fait en Dordogne, et ça marche. Et comme je n'abattais pas des bovins, j'ai un abatteur local qui a pris la place et il va prendre les marchés. Et c'est bien vendu. Donc décadenasser les marchés publics, deuxième solution. Mais bien sûr. Et puis il faut aller vite. Faut pas. Je m'excuse pour les fans de M. Wauquiez. Je m'excuse.
Mais il ne faut pas attendre 2 ans. Au moment du salon, il faut commencer à envoyer un peu la sauce, si je peux m'exprimer ainsi. Troisième proposition que vous avez à faire. Troisième proposition, segmentation. Alors là, je vais me retourner vers mon collègue de droite. C'est la 2e fois qu'on a été force de proposition. Vous voyez qu'il n'y a pas que le culture viande. Au Congrès de la viande en Corse, c'est la fédération qui a parlé, qui a fait la proposition sur la qualité de la viande et de retirer, on n'a pas dit qu'il fallait tergiverser, retirer toutes les bêtes classe 1 et tous les taureaux P de la commercialisation de la viande à muscle. J'ai porté ce dossier moi-même au niveau de la Retirer fédération. un certain nombre de bêtes, c'est ça que vous dites? De les retirer du marché, de la vente. Et d'en faire autre chose, quoi. Ben, c'est pas de la bonne viande, il faut dire ce qui est. Et une seule personne de la section bovine au sein de l'interprofession a soutenu ce dossier-là, qui est en passe d'être accepté, c'est mon collègue de droite, donc Guy Hermouette. Mais c'est la fédération qui l'a porté, et on vous l'a porté devant vous par l'intermédiaire d'Henri Gabriel l'année dernière au Congrès de la viande de Rodez, où j'étais également. Deuxième chose, et je dois dire qu'au niveau de la FCD, M. Cladière, qui est dans la salle que j'ai salué ce matin, a aussi, parce qu'il connaît la viande, a aussi soutenu cette position-là, et je la remercie. Deuxième position, par rapport à la segmentation. Moi, je vais faire une proposition, et je vais demander un coup de main, à mon personne de gauche, parce qu'on a tout intérêt à faire les choses ensemble. Alors, vous avez parlé du steak haché. Segmenter le steak haché, oui. Bertrand Rayon l'a très bien dit. Mais vous savez, dans une vache, dans une limousine, dans une charolaise, dans une blonde, il y a un avant, 49% de la viande, et un arrière, 51%. Si on parlait un petit peu de cet arrière, alors moi je vous dis, ça suffit de parler du compensé, du catégoriel, si on revenait tout simplement comme 10 ans en arrière. Là, je m'adresse directement à la grande distribution, pas qu'à vous, monsieur Bédier, à tout le monde. Revenons à des choses basiques qu'on a fait pendant... Mon grand-père l'avait fait, donc alors il n'est pas plus con que moi. Quelles choses basiques? On acceptait qu'on vous revende des arrières entiers, des bêtes entières pour valoriser. Vous nous dites que vous savez travailler la viande dans vos magasins. Moi, je vous crois. Vous nous dites que vous savez la valoriser. Moi, je vous crois. Je vous croirais davantage qu'un ministre qui vient me raconter des conneries devant vous. Donc, je vous dis, on vous livre les bêtes entières. Parce que dans une bête, dans un arrière, il y a un flancher, il y a un capas. On a besoin de tout valoriser. Vous êtes capable de tout valoriser. Nous, on est capable de vous travailler la viande selon votre cahier des charges. Et on est capable de faire remonter la valorisation directement au producteur. S'il vous plaît, aidez-nous, il y a urgence. Allez, une réponse rapide de Jérôme Bédier avant Bruno Collin. Rapide. Est-ce que vous pouvez travailler la bête entière si on vous amène la bête? Il y a des magasins où on le fait. Et d'ailleurs... et d'autres où on ne le fait pas, donc. Et d'ailleurs, oui, il y en a d'autres où on ne le fait pas. Et d'ailleurs, on a, quand je me promène dans les magasins, je rencontre beaucoup de bouchers qui souhaitent le faire plus, parce que c'est leur métier. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde quel est exactement l'état de la situation, qu'on regarde comment on peut développer la livraison de demi-carcasses, en fait, d'animaux, dans les conditions de la réglementation actuelle. Bon. Qu'on regarde et qu'on travaille avec ensemble. l'ensemble des enseignes, si on peut le faire avec la FCD, l'interprofession, je pense que c'est très intéressant à regarder. Ça marche. Bruno Collin, sur les nouvelles relations commerciales, sur le prix, est-ce qu'on peut faire sérieusement quelque chose? Vous avez pris une petite salve tout à l'heure, une petite cartouche de notre ami Gia. Bon, est-ce qu'on peut changer les choses? Vous êtes de la COP et vous êtes éleveur aussi. Alors, je suis éleveur, je représente la coopération, et la coopération aujourd'hui, c'est 23% de l'abattage coopératif au niveau national. Moi, je suis très clair. On peut être nostalgique, regarder derrière. Et Julien a retracé en disant que ça fait 50 ans qu'on est immobile et qu'en fait, on est toujours mal. Parce que si vous reprenez 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière, on est toujours en crise et il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Moi, concrètement, aujourd'hui, on a bien compris que le politique, il fait plein d'annonces, mais c'est plus lui qui a tous les clés du camion. C'est-à-dire qu'au niveau national, c'est vrai qu'il faut regagner la compétitivité, baisser les décharges. Et ça, ils peuvent le faire, mais ils y avancent tellement trop doucement qu'on n'avance pas. L'Europe, on ne croit plus rien en l'Europe, quoi. Je veux dire, non mais vite fait, l'Europe, on attendait beaucoup de l'Europe. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on est condamné. Aujourd'hui, on est quand même inquiété par rapport aux tables rondes et tout ça. Allez, on se rappelle les règles du jeu du départ. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, sur le prix? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le prix? Il faut changer de modèle. Changer de modèle, ça veut dire qu'il faut tout revoir. Et ce qu'on a vu hier, c'était quand même très, très riche d'enseignements. Et toutes les études, au niveau du consommateur,
il y a une chose qu'on a su mettre en avant, c'est Viande de France, puisque dans les critères d'achat du consommateur, là où il y a de la valeur ajoutée ou ce qu'il recherche, dans les 4 premiers critères, je vais citer que 4 critères. Le premier, c'est l'origine France. Donc ça, maintenant, on sait le faire, on sait l'étiqueter. Maintenant, il faut que tout le monde le fasse correctement et que la GMS et l'ensemble des enseignes de distribution le fassent. 2, c'est l'aspect visuel de la viande. Ça, c'est un gros avantage pour nous parce que la viande, le consommateur veut de la viande rouge, donc fraîche, quelque chose qui soit visible, donc de la viande plutôt de proximité et quelque chose qui ne vient pas d'import. Par contre, les 2 critères qui suivent, l'attente du consommateur, c'est quoi? La tendreté et le goût. Et là on n'est pas bien. On n'est pas bon là-dessus? Ben non, on n'est pas bien parce que je veux dire, malheureusement, et ça, le Credoc et l'ensemble des études consommateurs disent aujourd'hui, quand le consommateur il a acheté, qu'il rentre chez lui et qu'il va cuisiner sa viande, il a toujours une inquiétude, c'est qu'elle ne soit pas bonne, quoi. Donc ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller jusque-là. Et malheureusement, regardez ce qu'ont fait d'autres pays. Les Australiens, ils ont mis en place une démarche qui s'appelle Meat Standard australien. Moi, je pense qu'on doit réinventer un système de viande qualité française où on retravaille la qualité des morceaux et la formation du prix, parce que c'est la question qui est posée. C'est ça. On doit payer en fonction de la qualité et valoriser les morceaux, mais là, il y a tout un travail à refaire ensemble avec la filière. Il faut que la distribution s'y mouille, les abatteurs, les transformateurs, on se mouille, et avec la production, tous ensemble... Il faut que la COP se mouille aussi. Oui, mais quand je dis abatteur, transformateur, on est dedans, évidemment. Il faut qu'on se mouille dans un nouveau dossier et réfléchir sur une méthode nouvelle. Et le classement et la formation du prix par un classement Europass, c'est plus le modèle de demain, quoi. Et ça, il faut qu'on travaille. Abandonner ça, le classement Europa. Je ne dis pas qu'il faut l'abandonner tout de suite, il faut travailler sur un nouveau modèle. Mais là, il faut qu'on se mette autour de la table et tous ensemble et qu'on travaille sur une garantie qualité consommateur et derrière une formation du prix en fonction de la qualité et passer la valeur par rapport à un prix qui sera valorisé au travers de ses qualités. Guy Hermouette, le prix. Vous avez entendu tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il faut qu'on aille plus vite que ce que certains veulent dire. Parce que si on se met à faire des études pour classer la viande en qualité et tout ça, Bruno, c'est 10 ans. Aujourd'hui, les producteurs, ils attendent que demain, on puisse avoir quelque chose. Il y a quand même tout un travail qui a été fait, et tout le monde a parlé de la segmentation. 10% premium, 40% cœur de gamme, 50% en fond de rayon. Aujourd'hui, quel est le problème? C'est notre cœur de gamme. Notre cœur de gamme, il faut qu'on apporte plus de garanties aux consommateurs. Consommateurs, c'est-à-dire qualité, tendreté, toutes ces choses-là. C'est ce que disait Bruno à côté. Hein. On sait faire. Mais aussi... On sait faire, il faut peut-être le prouver régulièrement. On sait faire, on peut mettre le cahier des charges et il est prêt. Par contre, hier, le professeur Lemével parle, il y a 58% qui est de l'image, qui est de l'histoire que des éleveurs. Aujourd'hui, le troupeau allaitant a l'image, a le territoire, a les races et il a le rêve. Donc il faut qu'on donne aux consommateurs cette envie-là. Et ce créneau-là, on doit le déconnecter du marché aujourd'hui parce qu'on ne peut pas toujours. Par rapport aux entreprises et par rapport à la grande distribution, cette semaine, j'ai vu mon groupement qui est arrivé. On a des problèmes pour vendre les races allaitantes parce que les laitières valent 1 € de moins et les entreprises, comme les distributeurs, préfèrent acheter la viande à moins cher. Pendant ce temps-là, on est en train de perdre toute l'image, on perd toute la qualité, toutes ces choses-là. Donc, il faut absolument que ce créneau qualitatif, qui est pour moi le cœur de gamme, on lui donne de la valeur. Et on doit le déconnecter du marché, on doit créer une grille de prix. Qu'est-ce que nous ont dit les distributeurs? Ils veulent tous payer le même prix. Il faut qu'on crée une grille de prix, il faut qu'on lisse le prix sur 3 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des contrats? Ça veut dire quoi? Ça peut aller jusque-là, mais des contrats. Et aujourd'hui, si on tire ce cœur de gamme vers le haut, on tire l'ensemble de la filière vers le haut. Aujourd'hui, on part 50% steak haché. Segmentons. Ça a été dit, il faut segmenter davantage le steak haché. Mais aussi valorisons et donnons une image du steak haché. Ce n'est pas du minerai, c'est aussi de la viande. Aux États-Unis, les avants sont à 3,80 et nous, on les vend 2,20. Arrêtons de le dire. Et quand certains spécialistes nous disent les avants, ils valent moins cher l'été que l'hiver, le steak haché se vend autant l'été que l'hiver, je ne vois pas pourquoi on changerait le prix. Et ça justifie qu'on peut maintenir des prix lissés sur plus long terme. Parce que tant qu'on restera toujours sur la fixation du prix bas, enfin la référence soit à la basse, on n'y arrivera jamais. Il faut qu'on déconnecte le troupeau allaitant du marché et on doit le segmenter. Par contre, on doit garantir la qualité. Cédric l'a dit tout à l'heure, sur l'âge, on sait que les vaches plus vieilles font du cartilage, tendreté. Le classement est important aussi. On a compris la démarche. Jérôme Bédier, qu'est-ce que vous répondez aux éleveurs qui vous disent « On veut vous amener de la viande de meilleure qualité, mais il faut nous la payer plus cher ». D'abord, ce que je dis, c'est que le consommateur, il répond favorablement
aux offres qualitatives. Je le redis, il faut qu'ensemble, on crée une histoire dynamique sur la viande avec le consommateur. Quand on regarde la courbe, là, vous la connaissez tous, enfin, c'est intéressant de la rappeler, c'est l'évolution des dépenses en viande de bœuf par habitant en euros constants. On voit une courbe qui baisse. Montrez-la devant vous. On était en 1960. Je vais la montrer, si vous voulez. Voilà. On était, j'y arrive. vous voyez, on était juste au-dessus de 100 € par habitant en 1960. Voilà, arrêtez de bouger, comme ça on va faire on est monté un gros à 160 € en 1980 et regardez la descente depuis les années 90. C'est ça la question qu'on a ensemble à traiter. C'est-à-dire qu'ensemble, il faut qu'on mette fin à un espèce de débat extrêmement négatif qui est relayé sur des tas de sujets différents et qu'on recrée une image positive autour de la viande tous ensemble. Alors là, on est tous d'accord. Mais comment on fait maintenant ? Eh bien, c'est là où justement on retrouve la segmentation. Alors je vais encore prendre des exemples, mais ceux-là je les connais, c'est la réalité. On parlait du steak haché qui n'était pas un minerai. On a une marque chez Carrefour qui s'appelle Reflet de France. On fait des steaks hachés Reflet de France en Aubrac, par exemple. Eh bien, ça se vend très bien. Et on les vend à des prix qui sont bien valorisés. Et il n'y a pas de difficulté autour de ça. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Le prix n'est pas là, quoi, généralement. Les mecs, ils ne vivent pas de leur vie. Très Mais clairement. si on crée le marché, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on crée le marché, qu'on crée des flux, qu'il y a une demande pour ces viandes-là, que cette demande est régulière, que les gens, par exemple, dans nos filières qualité Carrefour, on a mis la question de la maturation qui a été évoquée tout à l'heure. On a dans notre cahier des charges, depuis l'origine, une durée minimale de maturation de 12 jours et une durée moyenne de 15 jours. On l'écrit d'ailleurs, on est, je pense, les seuls à écrire sur notre paquet, maturation garantie 12 jours minimum. Bon. Ça crée de la fidélisation et ces produits-là sont vendus. Voilà. Maintenant, il faut qu'il y ait un retour au producteur. C'est très bien. Julien, très clairement, tout le monde est en train de nous expliquer qu'il a déjà segmenté à ceci et cela, sauf qu'il n'y a absolument aucun retour sur les exploitations. La réalité, elle est là. Guy Hermouette. Si, il y a un retour. Attendez, Guy d'abord. Aujourd'hui, si, il y a un retour sur l'exploitation, mais le retour ne correspond pas à ce qu'on doit avoir. On a mis une plus-value, par exemple chez Carrefour, de 8 centimes, l'IGP de 12 centimes. Une plus-value sur un prix de 0, ça ne vaut rien du tout. Donc il nous faut aujourd'hui déconnecter ces plus-values et fixer une grille de prix qui correspond à la rémunération des producteurs et qui permettent demain de maintenir des producteurs, de renouveler les générations. Et si on ne le fait pas aujourd'hui, le troupeau allaitant disparaîtra. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent les entreprises ou qu'est-ce que nous disent la grande distribution? Si tout le monde paye le même prix, il n'y a pas de souci. Donc il faut créer ce flux-là, il faut le faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que ça ne change rien. On nous a dit qu'en 2013, on vendait bien la viande. Il faut qu'on retourne à des prix qui étaient ceux-ci. Et hier, ça a été dit à la table ronde de segmentation par des osseurs de viande. Des filets à 22, je les vends. Des steaks hachés à 14, je les vends. Il n'y a pas de souci pour rémunérer le prix des animaux allaitants avec ce prix-là. Comment on fait? Jérôme Bédier, j'ai l'impression que vous êtes d'accord sur le discours, mais comment on se traduit ça en actes? Comment est-ce qu'on fait un prix? Alors, on fait des contrats, qu'est-ce qu'on met dedans? Ou pas de contrat, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, encore une fois, on peut segmenter, tenir compte d'un certain nombre de choses dans nos contrats. On est prêt d'ailleurs à discuter, et on le fait dans certaines filières, sur des formes de garantie de prix dans les contrats. On est en train de le tester sur des nouvelles filières, notamment pour des génisses. Bon. Ce qu'on ne peut pas faire, nous, tout seuls, la grande distribution, c'est régler le problème des cotations. C'est ça qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est là où il faut qu'il y ait un système d'organisation qui permette d'avoir mais vous pouvez fixer un prix dans un contrat qui soit relativement équilibré. Oui, mais vous comprenez bien, comme le dit très bien Guy Hermouette, que si nous, on s'engage sur un contrat à un certain niveau de prix et qu'il y a par ailleurs des cotations qui existent et que ces cotations sont très en dessous du niveau de prix sur lequel on s'est engagé, il y a un moment où on aura du mal à vendre les produits dans nos magasins et les consommateurs iront chez les concurrents. Donc c'est pour ça... Ben oui, oui, sauf que si on a créé de la valeur par une image... Guy l'a très bien dit. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que nous fassions ce travail de segmentation ensemble, mais il faut qu'en même temps, on ait une capacité à traiter cette question
des cotations et à traiter la question de la façon dont se fixe le prix de marché. Voilà. Bruno, comment on fixe un prix qui satisfasse tout le monde là? Là, on n'est pas d'accord sur la façon de fixer un prix. Il y a la façon de fixer le prix. De toute façon, il y a différents types de contrats. Il y a les contrats qui existent, puisque nous, on l'a mis en application, c'est les contrats à prix garanti, où en fait, on garantit un coût de production de l'animal dès la mise en place à l'engraissement et qui va jusqu'à finalité. Quelle visibilité vous donnez à l'éleveur avec ça? La visibilité, c'est sur un an. C'est entre l'achat du veau ou du broutard, on connaît le prix fini. Donc ça fait partie des modèles qu'on développe. Malheureusement, ça reste entre guillemets de l'épicerie. C'est-à-dire que ces modèles-là, ça représente 5 à 10% de Et pourquoi type de contrat. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire plus largement? Pourquoi? Parce qu'au final, on a un vrai souci. C'est que quand vous garantissez un prix, il y a deux soucis. C'est que, le gros avantage, c'est que vous couvrez vos coûts de production, donc il y a moyen de savoir où on va. Donc pour le producteur, il y a une visibilité. Ça, c'est fort intéressant. Sauf que l'abatteur, malheureusement, l'abatteur, il est sous la pression des prix. Et quelque part, quand vous êtes en dehors du prix de marché, là, il y a une vraie difficulté, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous exposer à plus de 30% dans ce modèle de type de contractualisation. Sinon, vous êtes trop exposé par rapport aux concurrents. Et puis après, il y a quand même un truc qui ne fonctionne pas dans le filière viande, c'est la promo ou l'excès de promo, quoi. Et dans la référence promo, c'est le prix, quoi. Qu'on fasse la promotion pour vendre, c'est bien. Mais quand un produit, comme le dit Guy, vaut 22, quand vous avez le même produit qui est vendu en promo à 11, ça ne donne pas de la lisibilité au consommateur. Et là, quelque part, on a un vrai problème de prix plancher des promotions. Et on va beaucoup trop bas dans ces prix planchers de promotion. Ça, il faut revoir la copie. Et après, dans le marketing et dans la segmentation, je sais bien que Guy me répond, l'idée de reclasser ou travailler différemment la viande et d'indexer la viande sur sa vraie valeur gustative que le consommateur peut percevoir, c'est un travail trop long. Mais sauf que si on se le pose pour aujourd'hui, on va se retrouver encore dans 5 ans, dans 10 ans, on se posera encore les mêmes questions et on ne changera rien au modèle. Donc il faut changer le modèle. Julien et Guy après. Moi, très clairement, je pense qu'on prend le problème à l'envers, quoi. Monsieur Bédier, il dit moi, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir vendre dans 6 mois, puis si c'est en plus déconnecté du marché, c'est pas possible. La médiocrité, elle est là. Moi, je suis patron, je me dis, je me fixe des objectifs. J'ai quand même des statistiques. Je pense que chez Carrefour, les statistiques, ça ne doit pas manquer sur les ventes de viande et compagnie. Je pense qu'ils savent très bien à quelle semaine ils vendent quoi, et tout un tas de choses comme ça. Bertrand Héon, il disait, il fait ses opérations race à viande. Je ne pense pas qu'il les cale n'importe comment. Je pense qu'il y a réfléchi avant. Ils peuvent avoir une visibilité. Derrière, il y a plusieurs opérations en une, quoi. Donc là, très clairement, je pense qu'ils peuvent faire ça. Et là où il faut changer les choses, c'est partir de l'éleveur. Parce que finalement, on nous dit quoi? On nous dit, moi, je peux vendre ça. Alors, celui qui est juste avant, lui, ça lui coûte ça, donc il prend ça dans sa poche. Celui d'avant, pareil. Puis finalement, ce qui reste, c'est pour l'éleveur. C'est pour l'éleveur. Moi, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. C'est combien ça coûte à l'éleveur ce que vous allez vendre dans 6 mois. Et à partir de là, on définit ce prix-là. Nous, on peut s'engager. Et demain, je ne vois pas un seul jeune agriculteur en France qui pourra travailler autrement que comme ça. Vous ne pouvez pas aller devant votre banquier en disant peut-être que j'aurai 5 ou 6 000 euros de revenus cette année, mais suivez-moi quand même. Suivez-moi quand même, quoi. Je veux dire, la réalité, c'est celle-là. Guy, on a l'impression que là, sur le prix, on est face à une impasse. On n'y arrive pas. Bruno Collin dit on peut faire des contrats avec des prix, mais sur quelques, epsilon, pas plus de 30%, sinon ça ne tient plus économiquement. Non, mais là, aujourd'hui, tout le monde se dit on est obligé de rester sur le prix de marché. Qu'est-ce que c'est que le prix de marché? Qu'est-ce que c'est le prix de marché? Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est là le problème. Ouais. Aujourd'hui, c'est la cotation de la semaine dernière qui sert à fixer le prix cette semaine. Est-ce qu'on ne peut pas créer une discussion pour faire une grille? Le marché de Modem, c'est quoi? C'est une discussion toutes les semaines entre les éleveurs et les abatteurs pour fixer le prix. Ce n'est pas une cotation. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Mais pourquoi? Donc si vous voulez discuter directement avec Jérôme Bédier, quoi. C'est ça que vous voulez faire? Si on pouvait aller plus loin, faire des prix à 3 mois, on lisserait le prix beaucoup mieux, on améliorerait la qualité du produit, parce qu'on le vendrait au bon moment, on éviterait les sorties massives ou de rétention des éleveurs, et on permettrait de sauver quand même un troupeau allaitant demain qui peut disparaître et rapidement. Mais ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est aussi que tout le monde, et de la grande distribution nous le dit Jérôme l'a dit, tout le monde veut payer le même prix. Mais on peut faire une grille la même, mais avec chaque enseigne sur les produits. On sait qu'aujourd'hui, l'allaitant est consommé en grande distribution et en boucherie. Ça commence à la R égale et ça va jusqu'à la U égale, toute race confondue. On peut travailler sur ces produits-là, il n'y a pas de souci. Et après, il y a les autres qui sont le prix du marché, qui sont des animaux pour apporter au fond de rayon, pour faire du steak haché haute pression et tout. Mais on doit aussi
par là de même donner de la valeur à nos races par un steak haché racial ou allaitant ou pas, des systèmes à steak haché façon bouchère ou moelleux, parce que ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, ceux qui achètent en carcasse, que ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, rachetons plus de carcasses ou de compensés, tous ces magasins-là, ils font du steak haché sur place et ils le valorisent bien. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de faire avant, et aussi d'améliorer ou d'aider à avoir plus de praticité, mais surtout de professionnalisme pour distribuer la viande. Alors, Jérôme Bédier d'abord, et après, plutôt Gilles, excusez-moi. Jérôme, est-ce qu'on peut réellement se passer des cotations, si j'ai bien compris ce que tu as dit, Guy, et contractualiser directement? Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Guy Hermouet. Hein. C'est exactement ce que nous pensons qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on, dans le cadre de l'interprofession, il faut qu'on ait un moyen de fixer le prix de marché d'une manière qui soit un peu plus moderne et efficace que ce qui se fait aujourd'hui. Dans le cadre de l'Interpro, elle ne peut pas fixer un prix, l'Interpro. Et sur ce socle-là, non mais en tout cas, il faut qu'on en discute dans le cadre de l'interprofession, enfin entre nous, quoi. Cette réponse-là, vous l'avez déjà fait au Salon de l'Agriculteur quand on vous a reçu sur notre stand, monsieur Bédier. Sur ce socle-là, on pourra construire de manière solide toutes les stratégies de segmentation et encore les développer. Gilles, est-ce que c'est faisable? D'un mot, hein, pas 10 minutes. Tout de suite, non. C'est pas faisable. Tout de suite, c'est pas faisable. Pourquoi? Moi, je vous dis tout de suite, pour que les prix remontent, c'est mécanique. C'est mécanique. Je crois que vous m'avez pas compris tout à l'heure. C'est mécanique. L'export, oui. Attention, si on supprime les cotations, pour coter dans un pays étranger, si on n'a plus de cotations, vous allez voir l'Europe. Enfin, n'allons pas trop vite en besogne quand même. On a besoin d'un système européen. Et les cotations, faut faire attention quand on prend des décisions comme ça. On va faire baisser l'offre en faisant de l'export, en faisant les marchés publics, en envoyant de la viande française, s'il vous plaît. En éliminant certaines on va faire baisser l'offre mécaniquement, en appliquant ce qu'on a proposé déjà il y a 2 ans, de retirer ces vaches engraissement 1, ces taureaux P du marché, on va faire baisser l'offre. La segmentation, merci d'avoir accepté, monsieur Bédier. Déjà, si vous ne prenez pas les demi-carcasses avec os entière, si vous nous prenez déjà simplement que les arrières avec os, je peux vous garantir. Moi, hier, Jean-Pierre Fleury disait « Je suis sûr de ce que nous vous disons », s'adresser au ministre. Pour convaincre, il faut être convaincu. Moi, je suis convaincu. Là, c'est comme dans un menu, c'est pas entrée ou plat ou bachet, c'est entrée, plat et dessert. C'est 3 choses qu'il faut faire tout de suite. Et mécaniquement, vous allez voir, je prends le pari avec vous, les prix, mécaniquement, ils vont monter. Parce que les solutions court terme, c'est nous qui les avons, c'est nous tous ensemble, ne nous divisons pas, surtout pas. C'est tout de suite, c'est faire baisser l'offre, prendre tout ce qui est à notre disposition, occupons-nous de saturer notre marché français, parce qu'on en est bien loin quand même, hein. On en est bien loin, et après on va faire les comptes, et après on pourra envisager peut-être de réformer les cotations et tout ça. Je ne dis pas non, mais tout de suite il y a urgence, c'est ce qu'on dit depuis des jours. Guy, est-ce qu'on peut tout de suite baisser l'offre? Je suis d'accord avec Gilles. Je n'ai pas voulu aborder tous les points qu'il a déjà, et je cautionne sur l'export, sur la restauration collective. C'est sûr. Pourquoi on ne le fait pas là aujourd'hui? Non, mais on y travaille. Mais aujourd'hui, le débat, c'était cette segmentation-là. Et comment peut-on revaloriser cette partie d'animaux on appelle le cœur de gamme et qui aujourd'hui est tributaire du prix des fonds de rayon. Donc il faut déconnecter ces prix-là, parce que le fond de rayon et le cœur de gamme et garantir du qualitatif, ça a une autre valeur. Donc il faut lui donner de la valeur. Après, sur tout ce qu'a dit Gilles, je suis d'accord. Je vais même plus loin. Aujourd'hui, on est à 60% de JB consommé en France. Quand on est à 40%, le marché va bien. Donc aussi, il faut qu'on y travaille. Donc c'est l'export. Après, sur la restauration collective, on importe 200 000 tonnes de viande en France pour la restauration collective. On en gagnerait 50%, c'est 100 000 tonnes. Ça, on est d'accord. Mais je veux dire, aujourd'hui, les éleveurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Savoir demain, est-ce qu'on peut espérer aller plus loin en modifiant nos systèmes de fixation de cotation. Mais je ne veux pas dire qu'on sera déconnecté des cotations, parce que si on fait une grille de prix, ça peut aussi aller dans les cotations. Mais on sait qu'elles ne seront pas fluctuantes et au bon goût de chacun. Est-ce qu'on peut garantir par un contrat, je n'ai pas une visibilité à 6 mois, par exemple, pour le producteur? Je ne sais pas si la grande distribution est d'accord. Moi, pour avoir discuté avec Jérôme, avec toutes les enseignes, tout le monde dit un prix à 3 mois, c'est pas déconnant. Si demain on nous dit 6 mois, on fera 6 mois. C'est pas déconnant. Jérôme Bédier, on peut garantir sur quelques mois combien on peut avancer un prix au producteur?
Prenez le micro. Comme Guy l'a très bien dit tout à l'heure, il faut mettre en place un système différent du système de cotation actuel. Voilà, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et si on va vers des cotations à terme, comme on dit, il faudra qu'on se mette d'accord sur le terme. Hein. C'est d'ailleurs une réflexion qui existe pas seulement dans la viande bovine. Hein. Il y a toute une réflexion qui existe aussi dans le porc aujourd'hui pour dire est-ce que finalement le marché au cadran n'a pas un effet trop brutal, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers des cotations à terme. Je pense qu'on est en face de ces questions-là. Ces questions-là sont structurantes. Et si on arrive à trouver rapidement un accord là-dessus, ça peut être de nature à permettre un vrai déploiement plus rapide et plus fort de toutes les segmentations dont on parle. Donc vous n'êtes pas opposé, quoi, hein? Pas opposé sur le principe et réalisable a priori. Il faut y travailler, mais réalisable. Tout le monde est d'accord à la table ronde là-dessus, là? Julien? Très clairement, M. Bédier, l'année dernière au Salon de l'Agriculture, nous a dit la même chose quand on l'a reçu sur notre stand. Très clairement, qu'est-ce qu'il a fait en un an? Rien. Sur la contractualisation, les groupes de travail qui existent à Interbev sont plus ou moins asphyxiés. Il y a tout ce qu'il faut en termes législatifs et tout ce qu'on veut. Ce qui manque, c'est de la bonne volonté et il n'y en a pas. Il n'y a aucune volonté de faire du business ensemble. Point. Alors, M. Bédier, comment on peut faire accélérer les choses? Comme ça, je traduis. Comment aller plus vite? Je vais le dire assez directement. Si on se fait des procès d'intention et que... Ah oui, mais il dit qu'il y a un an, il n'y a rien de Non, mais fait. je suis désolé. Nous, on travaille tous les jours sur ces sujets. D'ailleurs, on se parle tous les jours. Je suis là, d'ailleurs, avec vous aujourd'hui. Je suis allé rue de Bercy à plusieurs reprises au cours de l'année, etc. Ces sujets-là, on y travaille. Nous, on ne peut pas les faire choses tout seul. Ce qu'on peut faire tout seul, on le fait. Et on avance. On a plusieurs projets de filières qui sont en cours de négociation aujourd'hui. Vous le savez très bien. Donc, ce qu'on peut faire tout seul, on le fait. Et on avance et on prend des décisions. Et je peux vous dire que ce sont des décisions sur lesquelles on engage notre management parce qu'on prend des risques. Hein, nous, on avait des tas de gens qui nous disaient « Qu'est-ce que vous embêtez à aller faire des filières qualité Carrefour avec de la maturation, etc. alors vos concurrents ne le font pas. » Donc ça, on le fait, on l'assume. En revanche, il y a des décisions qui sont des décisions qui ne peuvent résulter que d'un consensus collectif. Et ces décisions-là, il faut qu'on les prenne ensemble. Moi, je considère aussi que l'interprofession, peut-être, n'a pas été assez active. Sans doute, on s'est éloigné de la segmentation, on s'est éloigné des races à un certain moment. Il faut qu'on revienne là-dessus et il faut qu'on traite de manière directe ce problème des cotations. Et encore une fois, je ne pense pas qu'en se faisant des procès d'intention et en essayant de se renvoyer la balle, qu'on fasse avancer les choses. En tout cas, nous, on n'est pas là pour ça. Allez, la parole à la salle. Ceux qui veulent réagir ou interpeller nos intervenants, et pas que Jérôme Bédier, s'il vous plaît. Mais on a le droit de lui parler aussi. Je vous en prie, monsieur, vous êtes le premier. Allez, là-bas, et après à vous. Michael Trichet, des Pays de la Loire. Moi, j'entends que tout le monde a la recette, on a les ingrédients. On n'acceptera pas de se revoir l'an prochain, au prochain congrès de la FNB, sans que ça n'ait pas évolué. Il y a eu urgence. On a fait des blocages d'abattoirs, on s'est battu comme des chiens. Aujourd'hui, on a la gueule de bois, parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Et je vous garantis qu'on n'acceptera pas de se revoir l'an prochain dans la même situation. Et j'ai bien entendu votre invitation, Monsieur Bédier, à aller voir comment que ça se passe dans vos magasins. On en est capable. Je suis désolé. Vous êtes dans une table ronde, vous parlez de bonnes intentions. Nous, on va retourner dans nos départements et les gars vont nous demander qu'est-ce que vous avez entendu là-bas, qu'est-ce que vous avez obtenu, où est-ce qu'on va. Il faut que vous l'entendiez, il y a urgence. Et moi, je veux qu'on ait aussi un rétro-planning. Julien l'a dit, il y a un an, au Salon de l'Agriculture, il y a eu des bonnes déclarations d'intention. Il ne faut pas que ce soit qu'à la tribune, il faut que ce soit suivi d'actes. Est-ce qu'on va être capable de parler de prix, de mise en production, en prenant compte, c'est ce que dit Guy, avec une cotation spécifique, une grille de prix de mise en production, avec les coûts de production? Est-ce qu'on est capable d'y arriver, oui ou non, et quand? C'est ça qu'on veut entendre dans la salle, pour qu'on redescende dans nos départements et nos régions, qu'on l'explique à nos gars, et qu'on ait des perspectives. Bon, je crois que le message est clair. Hein. Ils veulent des réponses et des dates. Je vous en prie, monsieur. Oui, Emmanuel Bernard, donc de la Nièvre. Alors, de temps en temps, un syndicaliste de base et plus souvent un naisseur-engraisseur. Et il est clair que j'ai entendu qu'il y avait des politiques contractuelles souvent sur le mâle. Et ça, peut-être qu'il y en a un petit peu, mais ce n'est pas la destination de la viande française. On sait bien que c'est pour l'export pour la majorité. Et quand elle reste en France, ça nous pose un problème. Moi, on ne va pas parler des absents toute la matinée, mais n'empêche que l'absent de la matinée, il a la capacité, depuis des mois et même des années, à bloquer toute discussion. À partir du moment où l'interprofession, c'est l'unanimité, où vous avez un élément qui bloque,
C'est à peu près comme en Europe, l'interprofession et l'Europe, c'est la même chose. Donc, si vous n'avez pas, vous, les distributeurs, la volonté de faire quelque chose pour que les producteurs aient un prix rémunérateur, et quand je dis rémunérateur, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis capable de vous dire à quel prix je vais produire le kilo de viande au mois de mars, avril, mai prochain. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Je connais mes achats d'intrants, je connais mes charges de structure, je connais tout de mon exploitation, et vous aussi, vous connaissez tout de notre exploitation. Je ne connais rien de chez vous, personne ne communique rien. Monsieur Chalmin a une capacité à nous enfumer depuis des années, ça c'est clair, et on ne connaît rien de chez vous. La seule chose, c'est que nous, on subit votre politique depuis trop de temps, et aujourd'hui, sur la vache, race à viande, cœur de gamme, si on n'a pas de prix, dans quelques mois, nous sommes morts. Donc l'enjeu, il ne se situe pas sur des tergiversations interbev, il faut que la grande distribution se positionne tout ensemble. Alors, je peux me faire le relais, Jérôme. Une petite réponse. Est-ce qu'on peut se passer d'Interbev, ou visiblement ça s'enlise, pour aller plus vite? C'est la question de notre éleveur. En tout cas, moi, ce que je pense et ce que je propose d'ailleurs, c'est qu'on ait des discussions directes. Si Interbev n'est pas le cadre au départ pour le faire, on peut se parler directement entre producteurs et distributeurs avec les industriels et les coopérateurs bon, on prend rendez-vous alors souhaitent, pour que l'année prochaine on se dise pas il s'est rien passé. On prend rendez-vous, ça se passe quand? Vous voyez quand les gars? Il a déjà dit ça l'année dernière, tu l'as déjà dit. Ça marche. On peut s'engager rapidement. On s'est déjà vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Rue de Bercy, on va reprendre ce dit, travail-là et on va essayer de mettre autour de la table plus de gens possible. Non, à Bercy, pas au ministère de l'économie et des finances. Donc vous êtes juste OK pour discuter. Ça marche. Autre question ou témoignage, monsieur? Oui, juste par rapport au rendez-vous. Donc je me présente, Boula Olivier, président d'Interbev Languedoc-Roussillon et président de la Fédé de la Lozère. On a passé un rendez-vous depuis la semaine dernière à venir à tous les supermarchés du Languedoc-Roussillon, à venir nous rejoindre demain après-midi, 14h. Pour le moment, j'étais en réunion téléphonique juste à l'instant, où c'est qu'il y a Centre Leclerc qui s'est positionné pour venir. J'ai Intermarché qui vient. J'ai Carrefour, pour le moment, personne, zéro réponse. Sur 150 courriers qui sont partis sur tout le Languedoc-Roussillon, dans tous les supermarchés, les 50 plus gros supermarchés du Languedoc-Roussillon. Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un de Carrefour à ce rendez-vous? C'est ça. Donc on discute demain avec monsieur le préfet et la FRSEA et discuter aussi avec tous les supermarchés. On a invité pour venir discuter justement par rapport au prix, pour dire que bon voilà, nous on a des prix, vous nous appliquez à la fin de la chaîne où c'est qu'on applique des prix, où c'est qu'on gagne rien actuellement. Voilà, alors, vous venez voir monsieur Bédier à la fin, ça marche? Oui, on va regarder que... Venez le voir. Zéro Carrefour d'annoncer pour le moment. Ok, venez le voir, il va vous donner un contact. Ça marche. Monsieur. Donc Pascal Trécule, je ne me représente pas puisque je suis déjà intervenu. Je rejoins tout à fait Olivier. Nous avons de réels problèmes, nous éleveurs. Donc les problèmes, ce sont les abatteurs. Les problèmes, ce sont les GMS. Ils mènent la danse. Donc Carrefour, aujourd'hui, puisqu'il est en face de moi, enfin, monsieur Bédier, donc aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est que la filière Carrefour, ok, mais c'est 0,8 à 10 centimes, 0,10 centimes d'euros. Ce sont sur des vaches que l'on commercialise, moi, pour mon exploitation, par le biais d'un négociant. Je ne sais pas si elles vont à la filière Carrefour, je suppose qu'il y en a qui y vont. Donc là, il y a un réel problème quand même, déjà. Et après, pour une moindre rémunération, parce que ces 10 centimes d'euros, ce n'est pas suffisant, quand, on l'a évoqué. Donc j'aimerais bien, moi, quand les animaux y vont, déjà de le savoir, parce que cette filière-là, eh ben, pour moi, elle n'est pas cohérente. Vous avez des animaux, on vous donne déjà que 10 centimes de plus. Et après... C'est pas assez, c'est ça, 10 centimes pour le boulot. Vous vous rendez compte mais, quand je vends des animaux à Carrefour, je les vends en direct. Je suis payé 40 centimes d'euros en supplément par rapport au cours. La filière Carrefour ne nous correspond pas. 0,10 centimes d'euros, ce n'est pas la réalité. C'est qui fait la marge là? Ce n'est pas l'éleveur.
C'est pas assez. C'est honteux, c'est tout. Je suis désolé. Témoignage est passé. Voilà. C'est bien passé. On va essayer de poser d'autres questions à d'autres intervenants aussi, parce qu'on a bien compris que c'était la tête de Turc, là. Monsieur. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, il va voir tout le monde à la fin et il est ouvert à tout le monde, hein, Jérôme, derrière. Je vous en prie, Alors, monsieur, allez-y. Oui, Christophe Jardot, département de l'Allier. Alors, j'aurais deux réflexions. Entre autres d'être éleveur, je suis aussi administrateur d'une coopérative et je fais partie d'une coopérative qui a signé dans les premiers la filière Carrefour. La filière Carrefour, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que en termes de volume, ça baisse. Alors peut-être à cause de l'abatteur, je ne sais pas, mais globalement ça baisse. Aujourd'hui, la différenciation, quand on parle, je reviendrai sur la segmentation, c'est 10 ou 15% de vaches qui sont vendues avec une plus-value. Bon, ok, c'est bien. La plus-value aujourd'hui, je m'interroge, je me dis, c'est comme disait le monsieur, 8 centimes, 15 centimes. On a d'autres partenaires, Auchan, sur des Génis, 5-6 centimes de plus, et ainsi de suite. Tout est basé sur une petite plus-value. Cette plus-value aujourd'hui, c'est quoi? C'est simplement, pour moi, une rémunération à mon image. Est-ce que cette plus-value est suffisante pour mon image? Je ne suis pas certain. Deuxième chose, quand on va faire ces animations, les éleveurs, quand on dit on va aller essayer de présenter notre produit en magasin, je vous garantis que si on n'a pas l'appui du boucher, ça ne marche pas. Quand on va chez Carrefour, je l'ai fait pratiquer, aujourd'hui j'ai plus envie d'y aller. Parce que la plupart du temps, on a en face de nous des coupeurs de viande et pas des bouchers. C'est notre gros problème. On n'a pas des gens formés pour savoir vendre de la viande, on a des coupeurs de viande. Ça a été souvent décrié, mais aujourd'hui, c'est le constat. On s'aperçoit qu'un magasin où il y a un très bon boucher, il fait du volume, il fait du prix. C'est simple. Et alors, je vous garantis que, M. Bédier, vu que vous êtes le représentant de Carrefour, là-dessus, sur cette filière, il y a de l'ordre à remettre, parce que franchement, elle est en train de perdre de vitesse. Deuxième chose, nos vaches qui vont dans la filière Carrefour, ou une autre, c'est la même qui va se trouver dans le cœur de gamme. Parce que s'il n'y a pas assez de place pour la vendre dans ce créneau-là, elle passe là. Donc les gars, attention, moi je veux bien qu'on segmente tout ça, et ainsi de suite. Mais le gros du problème, et je rejoins Guy, ça va être quand même la cotation de base. Et là, les gars, il n'y a qu'une chose que les abatteurs comprennent, c'est la pénurie. Alors il faut l'organiser, la pénurie. Aujourd'hui, l'exportation, c'est important parce que ça nous permettra d'enlever le surplus de bêtes qui permet d'obtenir des prix derrière. Et le reste, c'est que du blabla aujourd'hui. Moi les gars, si on ne se réveille pas, c'est que du blabla. Il y a plein de choses à faire, mais le gros de la troupe, c'est ça. Et attention, on vit dans un monde mondialisé aujourd'hui. Nous ne sommes pas que des petits Français qui vendent à des petits Français. Et si on ne tient pas compte de ça, les gars, on va se planter. Et quoi qu'on en dise, le marché est forcément corrélé avec le marché laitier. Les écarts de prix, ça compte. C'est comme ça que ça marche. Je veux bien qu'on différencie les choses, qu'on mette notre race allaitante dans une bulle, mais on ne peut pas se déconnecter du reste non plus. Il faut être réaliste des choses. Être réaliste. Bruno Collin. Ouais, merci pour le message là, parce que le réalisme, malheureusement, il est là. En fait, c'est vrai que la vraie difficulté, il faut remonter tout le prix de la viande. Alors après, en termes de communication, moi je suis désolé, mais on s'impose des cahiers des charges à tous les maillons de la filière. On a tous des guides de bonne pratique, que ce soit dans le transport, dans la logistique, dans l'allotement, dans les abattoirs, la transformation. À l'élevage, on a un guide de bonne pratique, on a une charte de bonne pratique. On n'est pas capable aujourd'hui, avec tous ces guides de bonne pratique-là, de véhiculer un message de valeur ajoutée où vraiment la filière... Parce que quelque part... Mais c'est bien le problème, c'est qu'on n'est pas capable, on n'y arrive pas. Oui, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on fait un constat qu'on a fait de la segmentation, de l'hypersegmentation, et qu'au lieu de créer de la valeur, on en détruit. C'est le constat, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde pense qu'en faisant de la segmentation, ça a de la valeur, on doit vendre plus 8, plus 10, plus 20, et on doit s'en sortir. Sauf que le prix de base, il est toujours mauvais. Donc il faut retravailler la problématique de faire remonter toute la valeur de la viande. Et c'est vrai que le steak haché, je veux dire, on prend l'exemple du steak haché qui a fait plus 4,7 de consommation sur l'année 2015. En prix moyen, il a baissé de 0,4. Tout steak haché confondu. Viande de bœuf et viande de veau. Bon, il arrive là, il y a un vrai problème, quoi. Une viande qui se consomme plus, elle doit être vendue plus cher. Donc là, il y a un vrai indicateur de prix, il faut les suivre, ça. Donc maintenant, ça veut dire pour vous, la martingale, c'est quoi? Comment on fait remonter ce prix de base? Il faut créer une image. Il faut regarder ce que font nos voisins, quoi. Un Irlandais, quand il communique, il origine green. Et il vend ça partout dans le reste du monde. Il vend une image. Et vous regardez le cahier des charges, nous, on en fait peut-être 2 fois plus. Donc, quelque part, il faut que notre cahier des charges de guide de bonne pratique, on l'assemble tous ensemble, tous les moyens de la filière, et qu'on en fasse une vraie promotion, et qu'on vende notre image.
Et par exemple, la Oui, restauration mais pourquoi on ne le fait domicile. pas jusqu'à maintenant? J'ai l'impression que ça, on me l'a dit 100 fois. Il Non. faut qu'on crée une belle image. Bah, bien sûr, on est tous d'accord. Mais- Mais comment on fait pour la mettre en place? Comment on fait? Il faut qu'on se remette autour de la table et qu'on arrête d'hyper-segmenter et de détruire de la valeur à tous les moyens de la filière. Il faut retravailler sur un socle de base commun qu'on est capable de vendre et faire remonter le prix du premier prix. Et peut-être demain aller en restauration familiale. Quand vous allez aujourd'hui vendre de la viande et essayer de la vendre dans les hôpitaux ou alors dans les collèges et autres, il faut aussi peut-être qu'on ait un socle de base pour la vendre. Et toute la vache laitière qui sera reprise dans ces marchés-là au détriment de l'importation, ça donnera de la place dans la consommation de la grande distribution. Qui veut intervenir? Cédric d'abord et après monsieur. Cédric d'abord, il s'est levé en premier. Après monsieur. Sur ce qu'on a pu entendre là, vis-à-vis de la table ronde, Julien l'a bien dit, au moment du salon, on était sur les mêmes situations et les mêmes promesses de la GMS. On avait les mêmes promesses le 17 juin. Beaucoup des personnes qui sont en face étaient exactement là-dessus, sur ces mêmes promesses. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'au-delà de la volonté d'avoir un prix, où Guy a vraiment raison, il faut vraiment insister, il faut qu'on ait un prix, il faut qu'on ait une cotation qui nous aide là-dessus. Parce que l'échec qu'on a eu cet été, c'est que contrairement à ce que disait Gilles, beaucoup de sites d'abattage se sont amusés à repasser derrière les gars et repasser derrière des accords ou des engagements qui avaient été pris. Et si on n'arrive pas à avoir réellement un prix pour ce cœur de gamme déconnecté, pour l'instant, de la cotation, on n'arrivera pas à faire monter ce prix. Et surtout, il faut qu'on ait une filière qui suive derrière. On ne pourra pas supporter d'avoir des abattoirs qui s'amusent à repasser derrière des engagements vis-à-vis des GMS pour pouvoir placer leur cam. Allez, une autre intervention. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Jean-Marie Fabre, département du Cantal, éleveur et laitant. Moi, le constat que je fais quand même, c'est que tout le monde, effectivement, a l'idée, semble avoir l'idée, beaucoup plus dans le constat quand même que dans les propositions. Par contre, les propositions, c'est bien de les faire, mais qui va passer devant pour les porter? Parce que s'il n'y en a pas une qui démarre, la charrette, elle ne va pas suivre, quoi. Alors, moi, je pense qu'effectivement, la coopération devrait être le premier initiateur de la réflexion. La coopération, c'est quand même le premier maillon après le départ à la ferme. C'est les paysans. Moi, je trouve qu'elle est trop timide. Je trouve que chaque fois qu'on l'a sollicitée, elle n'a pas été réactive. Jusqu'à aujourd'hui, elle a été plutôt suiveur. Donc, si elle devient moteur, peut-être ça va déclencher la machine. Bruno, alors, vous pouvez devenir moteur? Alors peut-être que ça ne se voit pas, mais au mois de septembre, avec la FCD, donc on a lancé une démarche entre COP de France pour essayer de commencer à travailler sur un travail ensemble de prospective, de créer de la valeur et d'arrêter de détruire et travailler les cahiers des charges qu'on pourrait travailler avec la grande distribution. Jérôme Bédier, ici présent, a été d'accord avec nous. On a lancé le programme. Alors c'est sûr que quand vous êtes moteur, vous êtes regardé et on demande une obligation de résultat tout de suite. Bon, malheureusement, sur les négociations 2016, on n'a encore pas abouti, puisque clairement, on est encore dans les négociations commerciales qui sont compliquées. Mais pour autant, et là, je m'engage devant vous au nom de COP de France et avec Jérôme Bédier pour trouver une solution pour que 2017, on trouve réellement des solutions ensemble. Alors, vous allez me dire que c'est trop tard. Non mais, attendez. Non mais attendez, moi je pense que sur ce qu'on a proposé sur le programme, sur l'échange qu'on a eu sur l'agroalimentaire et sur la capacité à créer de la valeur, on a un objectif de travail. Je suis désolé, les négociations commerciales d'aujourd'hui, elles ont lieu. Si vous arrivez à faire plier ces négociations où en fait on est encore dans la guerre des prix bas, parce que je suis désolé, il faut vous en visez un parce qu'il n'y en a qu'un qui est autour de la table, mais aujourd'hui il y a 4 centrales d'achat et la course au bas prix et au premier prix, il est là, quoi. Et malheureusement, on en est là. Allez, autre témoignage. Le message est passé, les gars, je vous assure. Mais alors, dans ce cas-là, on est d'accord, donc on va organiser la production. Aujourd'hui, la coopération, elle pèse 33% des achats. Je vous rappelle qu'en 10 ans, on a divisé par 2 le nombre de COP. C'est-à-dire que la restructuration que vous demandez pour en être plus qu'un, on y est, on est sur la file là. Par contre, à côté de nous, il faut aussi organiser le reste du marché. Je suis désolé, il reste encore 3000 acheteurs de négoce qui font les 2 tiers de l'activité. Donc aussi ceux-là, il faut qu'on organise tout ça ensemble aussi. Il n'y a pas que la coopération. Julien. Ce que peut faire la coopération, c'est pas tant de diminuer le nombre de COP qu'elles ne doivent pas s'empêcher de se parler et de faire des unions. C'est pas tant d'en supprimer, c'est qu'elles doivent être cohérentes entre elles. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le cas et malgré tout, elles ont un devoir d'exemplarité. Monsieur. Oui,
Bon, eh ben, écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais bon, vous tout à l'heure, quand vous avez posé la question à M. Bélier, est-ce qu'il ne faudrait pas améliorer la qualité des animaux amenés chez lui? Non, là, il faut arrêter. Hein. C'est plus possible. Les paysans ont déjà fait le boulot. Hein. Donc, après, sur la coopération, quand Colin dit, bon, on fait des contrats, bon, il ne faut pas qu'il se glorifie. On sait tous que les contrats que fait Colin, que la coopération fait, ils n'ont jamais tenu réellement, enfin, ils n'ont jamais tenu leur promesse. Les coûts de production. Ah, les coûts de Ils sont 30 centimes d'euros en dessous du prix réel. Donc ça, il faut le savoir. Bon, après, si vous voulez, je pense que le débat, ça serait mieux de l'arrêter, parce que s'il y a l'administration là aussi, on vous regarde, il me fait pitié le débat. On dirait des gens là-bas, Monsieur Gauthier, Monsieur Bélier et notre ami, qui est quand même notre ami, Colin, on dirait des enfants de 14 ans qui découvrent. Il y a quand même un souci. Je pense que de se foutre de la gueule du monde comme ils font, et les paysans comme ils font, il faut arrêter. Au mois de juin, ces gens-là y étaient autour de la table. Ils ont fait quoi? Bigard, certes, représente 50%. Mais là, aujourd'hui, avec la grande distribution, c'est 90% du marché de la viande qui est là. Voilà. Merci. Dominique. Attendez, oui. Je suis qu'un producteur de broutard et je ne connais pas grand-chose à ce qui se passe dans les abattoirs. Alors, je vais poser une question toute bête. Est-ce qu'on peut imaginer, et je m'adresse plutôt à Jérôme Bélier, est-ce qu'on peut imaginer qu'un prix soit négocié et fixé avant le cycle de production, avant de mettre en production? Je fais des JB, ça prend 6-7 mois. Est-ce qu'on peut fixer le prix en amont? Je fais des vaches de réforme, ça prend 3-4 mois. Est-ce qu'on peut fixer le prix avant d'engager la production? Question très précise, Jérôme Bélier, et après Gilles. Oui ou non? Voilà, je ne vous en demande pas plus. Mais on a déjà parlé de ça. Vous voyez bien qu'on peut, et d'ailleurs on le fait sur certaines productions, on peut avoir des contrats, hein, quand ce sont des productions très typiques, très segmentées. Quand ce sont des productions qui sont en concurrence avec d'autres productions sur lesquelles il y a des cotations qui peuvent fluctuer, on peut pas le faire si il y a des divergences de prix. Tout le monde le sait. Donc, si on n'a pas 14 ans, on peut tous comprendre ça et ne pas contourner ce sujet-là. C'est le sujet central. Et d'ailleurs, je trouve que ce débat, il a l'avantage de mettre sur la table au moins le sujet central autour duquel tout le monde tourne. Et ce sujet central, il a été très bien exprimé par Guy tout à l'heure. C'est comment on arrive à mettre en place un système de cotation moderne pour votre système de production qui permette après à chacun de bâtir ses stratégies marketing. Donc c'est ça le sujet central. C'est un sujet, on voit bien, on comprend très bien hein, votre impatience et on voit très bien les délais qui continuent. On a nous-mêmes d'ailleurs constaté, parce que nous malheureusement, enfin, on n'est pas chargé de mettre en place les politiques de l'agriculture, hein, la distribution. On est prêt à apporter notre contribution, mais on nous prête beaucoup de pouvoir. Nous, on se bat avec nos salariés pour arriver à maintenir notre activité dans une concurrence qui est assez difficile. On est prêt à accompagner les choses en matière de contractualisation, de segmentation, parce que, pas par boïscoutisme, parce qu'on pense que c'est ça l'avenir des filières alimentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'avenir des filières alimentaires, c'est pas d'aller vers le prix le plus bas et de faire de la commodité en permanence, c'est l'inverse d'ailleurs de la distribution à la française, c'est qu'on l'entend. Bon. Mais il faut qu'on arrive sur ce sujet central maintenant à avancer de manière concrète. Et si les outils dont c'est la mission, je pense ne fonctionnent plus, on les change. Ne fonctionnent pas, ben il faut qu'on trouve des moyens. On les change. Et ça, vous allez en discuter, on est bien d'accord. On est prêt à passer le temps qu'il faut sur ces sujets comme on l'a déjà passé. C'est noté. Gilles, un mot. Est-ce qu'on peut donner un prix avant l'engagement de la production? Gilles, prenez le micro quand même. Déjà, je voulais dire le monsieur qui nous a allumés là, 14 ans. En ce qui me concerne, je ne parle pas pour les autres. Ma femme va être contente parce que c'est pas ce qu'elle me dit, quoi, que je fais 14 ans. Donc moi, je l'ai pris pour une agression, mais je respecte aussi ce qu'il vient de me dire à moi. Est-ce qu'on est possible de faire des prix? Moi, je vais vous répondre très franchement. Avant, ben oui, nous dans le Vaud, ça fait longtemps que dans le Vaud de boucherie, ça fait longtemps qu'on fait ça. Je fais une parenthèse.
Je fais une parenthèse, on est au congrès de la FNB, pas de la FNP. J'ai rencontré, il y a 15 jours, les gens de la filière porcine. Je leur ai fait une proposition claire, nette et précise dans ce sens. On n'est pas au congrès de la FNP, on est d'accord. J'ai parlé de contractualisation, je leur ai donné des chiffres assez précis pour s'engager. Je veux dire, ils sont pas encore prêts. Hein. Ils ne sont pas encore prêts, mais ils ne sont pas en train de s'apercevoir qu'ils n'auront plus de cochons. Concernant la viande, par rapport à ce que dit Dominique Fayel, je pense, qui a posé la question, notamment dans le troupeau laitant et dans les jeunes bovins, oui. C'est tout à fait possible d'indiquer clairement les coûts de production, puisqu'on est dans des cycles. Dans le veau de boucherie, c'est 22, 23, 24 semaines, vous, c'est 6 mois. Vous connaissez vos entrants bien avant. À mon avis, c'est tout à fait légitime de penser, de pouvoir construire ensemble, de dire, voilà, je vais avoir des jeunes bovins charolais dont le coût de production est 4,50. Messieurs, engagez-vous derrière. Oui, c'est possible. C'est possible. Bruno ? C'est possible puisqu'on le fait déjà, puisque je vais prendre un exemple, mais bon après vous allez venir. On prend l'exemple du JB laitier avec Moy Park et McDonald's. C'est quelque chose qu'on a démarré en 2002. Aujourd'hui, ça fait que de progresser tous les ans. Aujourd'hui, on a 23 000 animaux de jeunes bovins laitiers où en fait, au mois de septembre, on contractualise pour un JB qui est livré sur l'année qui suit et on connaît à partir d'une grille du prix de veau de 8 jours, les coûts de production, le prix de reprise. Ça fonctionne, et si ça progresse en volume, c'est que c'est bon. Ce qui manque, c'est qu'aujourd'hui, on l'a fait en laitier, et on est seulement au démarrage en charolais. En charolais, on est aujourd'hui à quelques centaines d'animaux. Bon, c'est sûr que c'est des petits exemples, mais malheureusement, ça ne va pas résoudre la masse de la production. Et malheureusement, moi je suis désolé, mais il y a un moment, on est trop en flux poussé aujourd'hui. Moi, si Julien, il a percuté tout à l'heure en disant ça fait 50 ans qu'on ne se pose pas les bonnes questions pour l'avenir, je suis désolé, si on ne remet pas notre modèle de production en réflexion par rapport à des attentes consommateurs et rendre vraiment un bien où le consommateur s'y retrouve et quelque part on joue gagnant-gagnant et là on passera la valeur, de toute façon on ne reviendra pas sur notre modèle. On peut plus aujourd'hui continuer comme ça, sinon demain on sera encore dans la rue, on sera encore en crise et ça n'ira jamais. Monsieur. Oui. Donc j'en profite encore pour prendre la parole. Ça fait 30 ans qu'on se bat contre les grandes surfaces, entre guillemets, pour les prix trop bas, etc. Et ça continue encore. Il faut savoir quand même que ces gens-là, ce ne sont pas des philanthropes, c'est des businessmen. Ils détiennent 98% des marchés, 4 grandes centrales d'achat. Ils ne sont pas, au-delà des discours de communicants qu'on peut voir aujourd'hui, s'acheter une bonne conscience en achetant 2% de la production avec des normes, etc. Par ailleurs, ils sont capables d'acheter à l'extérieur, au Vietnam, ailleurs, des produits en faisant travailler également des enfants, polluant la planète, etc. Moi, j'ai aucune confiance dans le monde de la distribution. Aucune. C'est passé. Pascal. Oui, bonjour. Pascal Le Rousseau, président de la FDS. Excusez-moi, mais je voudrais répondre à monsieur. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous preniez le temps d'un vrai dialogue avec nous. Et moi, je vous invite à venir chez Carrefour et qu'on vous dise ce qu'on fait. Que vous voyez... Non, mais que vous voyez... Non, mais c'est toujours la même plaisanterie. Mais il faut qu'on se respecte entre partenaires. Il faut qu'on se respecte entre partenaires. On a aujourd'hui... Regardez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme approvisionnement en autre viande que la viande française? Qui est-ce qui joue la préférence nationale plus que la distribution française? Qui? On est à combien aujourd'hui? Qui? Je ne vais pas donner le chiffre parce que vous savez très bien ce qui est en train de se passer par ailleurs. Mais vous le savez tous. Vous le savez tous. Donc on est au contraire en train d'essayer en permanence d'améliorer les choses avec vous et on ne peut pas accepter qu'on nous fasse en permanence un procès d'intention. Oui, mais sauf que les gars, ils ont du mal. J'ajoute, c'est pour ça que ça s'exprime. C'est pour ça que je suis là, parce que je pense utile de dire ça, et je pense utile qu'on ait ce débat, parce que je suis convaincu que si on ne se connaît pas bien, et qu'on ne se respecte pas bien, et qu'on part sur des a priori, on ne trouvera pas ensemble les solutions. Eh bien, tranquillisez-vous, Carrefour viendra. Aujourd'hui, il est là. On peut lui reconnaître ça. Aujourd'hui, il est là. Ça marche. Mais tu viens le voir après, de toute façon. Hein, ça marche. Pascal. Oui. Alors, Pascal Le Rousseau, le président de la FDSEA de la Creuse et coordonnateur du berceau des races à viande. Alors, pour quelques jours, puisqu'il n'y aura plus de races à viande, donc il n'y aura plus besoin de berceau. Alors, tout d'abord, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, mais comme vous n'avez pas apporté les réponses, moi, je vais être très bref et je vais vous en apporter quelques-unes. La première que je vais vous proposer, puisque vous voulez tous payer le même prix, on n'a qu'à augmenter dès à présent
de 70 centimes le kilo de carcasse, et la semaine prochaine, vous payerez tous le même prix. Et ensuite, on s'en servira comme cotation. Ça, c'est la première proposition. Pascal, je te coupe une seconde. C'est facile en parole. T'as qu'à le faire. Fais-le. On va le faire ensemble. Ouais. Ça, c'est la première proposition. Et la deuxième proposition que je vous fais, puisque vous ne serez pas capable de vous mettre d'accord, puisque je vous connais, je ne fais pas de procès d'intention, mais on fréquente assez les GMS et tout le reste pour connaître comment que ça fonctionne. Depuis quelques années qu'on use nos chaussures à faire des manifestations. Donc la deuxième proposition que je vous fais, c'est que vous avez 3 semaines pour vous mettre d'accord. Sinon, dans 3 semaines, il y a 4 centrales d'achat. On bloquera ces 4 centrales d'achat. Et là, quand vous aurez faim, on va baisser la fourniture en viande. Quand le monde aura faim, vous serez prêt à payer. Allez, ça c'est dit. Dominique. C'est pas facile de reprendre et j'aimerais, alors pas recentrer le débat parce que c'est pas ce que je vais faire. Je voudrais quand même dire, au niveau de la FNB, on a quand même travaillé ces derniers temps avec l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table. Ici, il y en a quand même un qui manque. Et je pense, il faut quand même qu'on se dise les choses aussi. Ces messieurs qui sont là, ils ont quand même eu le courage de venir, de parler des éleveurs aujourd'hui qui crèvent la dalle. Ça, c'est vrai. Et c'est un constat. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Est-ce que Carrefour, est-ce que Leclerc, est-ce que Système U et tous les autres, j'en ai certainement oublié, sont capables de travailler avec des gens qui veulent ramener de la valeur ajoutée à l'élevage? Et pas seulement avec M. Bigard, qui est certes incontournable aussi, mais est-ce que la puissance de feu de ces clients-là ne sont pas capables de faire plier M. Bigard aujourd'hui? Est-ce que c'est ça le constat d'impuissance de la filière aujourd'hui? C'est ça la question. Et c'est la question des éleveurs aujourd'hui. Est-ce qu'on va y arriver avec vous ou pas? C'est ça ma question. Allez, on prend la dernière question avant de vous laisser un petit mot de la fin à chacun. Donc moi, je vais encore m'interroger par rapport à M. Bédier. Le problème que l'on a eu et que l'on a rencontré sur la filière lait, j'étais dans la Sarthe la semaine dernière, c'est que Carrefour ne voulait pas répercuter une augmentation sur quelques centimes du prix du lait pour sauver la filière. Aujourd'hui, ce n'est pas tout de dire on vous rencontre, mais quand on vous demande, vous n'êtes pas toujours là en face. Aujourd'hui, vous êtes en face, donc je vous parle. Vous n'êtes pas toujours en face. La preuve en est, c'est que la semaine dernière, les gars de la FDSEA de 72 m'ont dit, dans la filière lait, Carrefour ne veut pas jouer le jeu. Excusez-moi. Allez, on a bien compris. Jérôme, un mot de conclusion. On commence par Julien. Allez, Julien, ça marche. Je vous accorde ça, Jérôme, parce que vous avez été bien sollicité aujourd'hui. Julien, quel est ton sentiment à la fin de ce débat? Le sentiment, c'est toujours un peu le même, quoi. Je crois qu'on repousse toujours aux calendes grecques et que finalement, c'est pas ça ce qu'attendent les éleveurs, quoi. Et que très clairement, je veux dire, on a fait des manifestations qui étaient assez fortes au mois de juin, où il y a eu un certain nombre d'engagements, et finalement, on voit que dès que la pression retombe, systématiquement, on repousse à des pseudo-réunions, des choses comme ça. Je crois que les problématiques, on les connaît largement aujourd'hui et qu'il s'agit simplement de les mettre en avant. Et encore une fois, aujourd'hui, moi j'ai encore le sentiment que ça va encore être repoussé à plus tard et qu'il n'y aura pas de résultat, c'est tout. Les belles paroles, ça ne suffit pas. Ça marche. Bruno. On voit bien que le débat est difficile, complexe, et que vous attendez des solutions immédiates, et on les attend tous sur nos fermes par rapport au prix de vente et le revenu de l'ensemble de nos élevages. Que ce soit aujourd'hui bovin viande, bovin lait ou porc, on est tous dans le même marasme. Donc ça veut dire que concrètement, il faut reprendre des discussions. Alors on met tout à l'interpro. Moi je crois que c'est plus là qu'on peut résoudre tous les problèmes. De toute façon on est un interpro qui est sclérosé. Donc j'ai bien compris le message sur la coopération. Vous nous demandez de booster et de bouger un peu plus. Ça, on l'a bien compris. Donc, nous, on y travaille. Et de toute façon, c'est vous nos adhérents. Donc, quelque part, c'est quand même pas nous. C'est ensemble qu'on va faire le travail. On l'a fait à l'export. Et là, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Mais l'export, aujourd'hui, on a fédéré trois coopératives, 3 unions de coop. Parce que, comme a dit Julien, on n'est pas obligé d'être fusionnés. Mais des unions, aujourd'hui, on fait 50% du business d'export national, en animaux vivants. Et ça, malheureusement, on y travaille tous les jours et on est acteur là-dessus. Après, sur le modèle de l'abattage, c'est vrai qu'on pèse plus grand-chose. Et c'est vrai qu'il y a un leader qui n'est pas là aujourd'hui, avec qui on travaille quand même, parce qu'on lui livre des animaux. Mais il faut qu'on travaille ensemble sur une vraie valorisation d'un prix et remonter tous les prix de la viande, tous. Voilà, moi, s'il y a un message que vous faire passer, arrêtons de nous opposer dans tous les systèmes de production. C'est tout le prix de la viande qui doit remonter. Et quand vous faites remonter tout l'export, la restauration hors domicile, vous faites remonter tout le reste. Guy. Alors moi, j'ai double casquette.
la casquette qui était la casquette interprofessionnelle, en tant que président de Interbeuf Bovin, je crois qu'on ne va pas y arriver à Interbeuf Bovin à mettre tout le monde autour de la table et à discuter. Par contre, si le président de la FNB me donne la mission de mettre la grille de prix en place avec la grande distribution, je suis prêt à le faire. Et Jérôme, tout à l'heure, m'a dit, il faut que tu reprends les choses en main et qu'on le fait. Par contre, on va le faire et elle est faite, la grille. On va voir toute la grande distribution, on va leur présenter la grille. À nous de la faire appliquer sur le terrain. Parce que ce qu'a dit Cédric tout à l'heure, qu'il y avait des entreprises qui n'ont pas toujours respecté les augmentations des grandes surfaces aussi, nous, les producteurs, nous irons contrôler. Et je peux vous dire qu'on la met en place avant 2 mois. Ça marche. Gilles. Merci Guy. Moi, personnellement, si je peux être de ces négociations à vos côtés, avec Guy Hermouette et avec vous, bien évidemment, je veux bien participer également avec vous à ces travaux-là. S'il faut commencer la semaine prochaine, on commence la semaine prochaine. Je ne sais pas faire les conclusions. Je voudrais dire au monsieur, le président des JA ou de la FDSEA de la Loire, qui nous donne rendez-vous à nous tous. Lozère, oui, c'est ça. La Lozère, pardon. Lozère, monsieur Labarre. Non, mais c'est le jeune, je ne vois rien de là. Sur le côté droit, sur mon côté droit. Le gars barbu ou... Non, barbu, j'y vois rien de là-bas. Voilà. On voit mieux là. Qui nous donne un rendez-vous l'année prochaine. Alors moi, je vais donner un rendez-vous beaucoup plus rapide. J'organise mon premier congrès de la viande à Bordeaux, le 23 et le 24 juin. Et comme vous m'avez courtoisement invité, je vais vous inviter. Je vais vous inviter au congrès de la viande à Bordeaux. Et je sais déjà que je peux compter sur monsieur Xavier Belin. Et on va parler aussi viande et cancer, parce qu'il faut aussi qu'on avance dans la communication. Et je fais venir le plus grand cancérologue français qui, lui, va venir répondre à certaines des gens qui nous accusent en permanence. Parce qu'il faut aussi s'occuper de ça quand même, hein, entre parenthèses. Et donc, je vous invite, j'espère que vous viendrez. L'année dernière, vous n'êtes pas venus. Donc, venez à mon congrès de la viande et venez vérifier les premiers travaux au sein de notre fédération, s'il vous plaît. Merci. Jérôme Bédier. Moi, je veux juste dire que quand nous sommes sollicités, nous tâchons de répondre présent. Dans les dialogues, dans la mise en avant des produits français, dans le travail de la segmentation dont on a parlé, et que nous le faisons sur le terrain et de manière diversifiée. Je pense encore une fois qu'on ne trouvera pas la solution si on ne se comprend pas un peu mieux. Et je pense que l'affrontement systématique, il nous a déjà fait perdre beaucoup de temps. Donc moi je suis, comme je l'ai été, et je pense avec mes collègues de la distribution, en tout cas un certain nombre d'entre eux, prêts à avancer sur des solutions concrètes. Je vous redis aussi que ne demandez pas à la distribution de pallier l'absence de système d'organisation collective de vos productions. Je le dis ici, comme je le dis à Bruxelles ou à Paris quand j'ai l'occasion de le dire. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un système de cotation performant et adapté à nos enjeux. Ces filières-là ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas un cadre qui permet de traiter les cas difficiles, de gérer les crises et de faire bouger les quantités disponibles sur le marché en fonction des besoins qui existent réellement sur notre marché national, qui est celui qui nous intéresse directement, et aussi sur le marché export qui est corrélé. Voilà, donc ça je le redis, et ce sujet-là, il ne faut pas qu'on le mette à côté, parce que si on le met à côté et qu'on dit il n'y a qu'à en faisant pression sur les acteurs qu'on arrivera à monter les prix, nous malheureusement, nous pouvons faire tout ce qu'il nous est autorisé de faire, nous ne pouvons pas transgresser les lois. D'ailleurs, on le voit en ce moment, il y a un moment où on ne peut pas s'entendre tous ensemble entre distributeurs sur les prix. C'est interdit, voilà. Bon. C'est noté. Messieurs, je vous demande de les applaudir parce que quand même, ils s'en sont pris plein la gueule. Mais au moins, j'ai l'impression qu'on s'est dit quelques vérités. Merci à vous pour ce débat. Merci beaucoup.